Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Champ des possibles, consacrée à une idée nouvelle qui désigne un phénomène pourtant ancien, la société écologique. Cette idée, Serge Audier, bonjour. Bonjour. Vous lui consacrez un livre, La société écologique et ses ennemis, qui est paru aux éditions La Découverte. Vous êtes philosophe, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne et vous y décrivez dans ce livre, sur plus de 700 pages, comment la gauche est depuis toujours un creuset de théories et de luttes écologiques, mais qu'elles ont toujours été recouvertes, congédiées, méprisées, invisibilisées par des processus que vous vous attachez à analyser. Alors que Nicolas Hulot, l'écologiste le plus célèbre de France, occupe un grand ministère, celui de la transition écologique et solidaire, au sein d'un exécutif qui, par ailleurs, défend la croissance économique et le nucléaire, les questions que vous posez dans votre livre sont d'une brûlante actualité politique. Alors, pour vous interroger, avec moi, Fabien Escalona, qui est chercheur, qui est membre temporaire mais très apprécié de l'équipe de Mediapart et qui va vous poser la première question. Bonjour Serge Audier. Bonjour. Alors la première question, elle sera très simple, elle va concerner le titre du livre qui n'est pas si courant. La société écologique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement qu'est-ce qu'une société écologique? Quels en sont les principes essentiels? Comme je suis philosophe, mais aussi quand même historien des idées, d'abord, le concept de société écologique a une histoire et je pense qu'il est intéressant de la restituer. D'abord, il y a évidemment le concept d'écologie au sens scientifique dans les années 1860, porté par un grand savant allemand et aussi doctrinaire, Haeckel, qui au fond était une théorie de l'habitat naturel et des interdépendances biologiques. Il y a aussi, beaucoup plus tard, le concept d'écologie politique qui apparaît, mais beaucoup plus tard, dans les années 1950, avec Bertrand de Jouvenel, qui théorise d'abord l'idée que l'économie doit être en lien avec la nature et elle doit penser son rapport à la nature, les ponctions qu'elle exerce sur la nature. Et ensuite, ce terme d'écologie politique s'est diffusé dans le champ proprement politique et on le sait, c'est dans les années 1970 au fond où un courant d'écologie politique s'est constitué. Et c'est aussi dans les années 70, c'est-à-dire dans le sillage du mouvement des années 60, que le concept de société écologique a commencé à apparaître. C'est très tardif, donc ça date des années 1970, notamment porté par un philosophe qui s'appelle Murray Bookchin, qui venait de la contre-culture et du mouvement des années 60, et qui a essayé de théoriser, au fond, l'idée que la lutte pour l'émancipation, pas seulement l'émancipation du mouvement ouvrier, mais l'émancipation des femmes, l'émancipation de toute une série de groupes dominés, devait aller de pair avec un nouveau rapport à la nature. Et c'est là que Bookchin a essayé de théoriser une société écologique, c'est-à-dire une société qui ne soit pas l'autre de la nature, mais qui se conçoit comme devant prendre soin de la nature et surtout qui ait, au fond, un fonctionnement harmonique par rapport à la nature. De même qu'il fallait dépasser les rapports de domination dans le monde humain, il fallait dépasser les rapports de domination dans le rapport entre la société et la nature. Donc un double dépassement en quelque sorte d'un rapport de subordination et de domination qui était théorisé par Bookchin. Alors personnellement, je ne suis pas nécessairement un bookchinien, c'est-à-dire Bookchin c'était vraiment un anarchiste radical, il était pour un dépassement de l'État, comme les vrais anarchistes qui sont tous pour un dépérissement de l'État. Personnellement, je suis plus modéré là-dessus, mais je dirais, si vous voulez, que je trouve une définition opératoire qui a servi de guide, parce que c'est un travail d'histoire des idées et d'histoire intellectuelle, donc j'ai voulu trouver au fond un idéal type, plus qu'une définition purement philosophique. Je dirais que c'est une société qui est inscrite, qui se pense comme inscrite dans la nature, qui ne pense pas la nature comme son autre, qui est en interdépendance avec la nature et qui prend soin de la nature sur le très long terme. Alors, cette définition, j'en sais bien, est assez vague, et notamment ce concept de nature. Marx déjà et Engels ironisaient en disant que la nature vierge ne se trouvait que dans quelques atolls, et par conséquent, la nature est déjà très fortement historicisée et humanisée. Malgré tout, il y a quand même une nature, et il y a quand même quelque chose qui résiste à l'artefact humain, et d'autre part, il y a quelque chose comme une biodiversité qui peut servir de concept opératoire pour penser cette nature. Donc voilà un petit peu comment je concevais cette société écologique en lien, en interdépendance avec la nature, qui prend soin de la nature sur le très long terme. Alors, le livre est sous-titré « Pour une histoire alternative de l'émancipation » et on a envie tout de suite de demander « mais l'émancipation de qui ?» Puisque la modernité cartésienne, occidentale,
au moins à partir du XVIIe siècle, finalement, elle verrouille cette séparation entre, d'un côté, la société, qui est forcément celle des humains et qui est celle qui est vouée au progrès, et qui va se développer au détriment de la nature, du sauvage, qui est, au fond, mis comme étant toujours au service des humains. Or, à l'heure du dérèglement climatique, que vous citez à de nombreuses reprises dans l'ouvrage, à cette heure-là, on ne peut plus séparer la nature de la culture, puisque c'est l'activité humaine aujourd'hui qui a un tel impact sur son écosystème, sur son environnement au sens très très large du terme, que le système Terre en est modifié. Donc on est à un point quelque part presque extrême, en tout cas très important de mélange entre nature et culture, si bien que pour finalement beaucoup de penseurs aujourd'hui, on ne peut plus vraiment utiliser le terme de nature. Quelqu'un comme Bruno Latour parle de humain et non humain. Le philosophe David Abraham parle de plus qu'humain pour encore plus casser la hiérarchie entre société et nature. Et par rapport à ce débat qui sous-tend très fortement l'écologie aujourd'hui, on avait envie de vous demander dans quelle mesure le refus de ce dualisme nature-culture est pour vous constitutif de ce qui serait une société écologique. Bon, d'abord, il est clair que le projet occidental, pour faire vite, a été marqué par un projet effectivement de domination de la nature. On a la fameuse phrase de Descartes, nous rendre comme maître, comme il y a un comme maître et possesseur de la nature. Il y a aussi le projet baconien. Bacon a été vraiment le théoricien de l'idée qu'il fallait mettre à la question la nature, il fallait presque violer la nature. Et au fond, la société humaine se construisait dans une forme de domination de la nature. Donc ce paradigme a été très puissant. Hein. Même les premiers fondateurs de la social-démocratie allemande se référaient à Bacon dans cet idéal de domination. Moi, ce que j'essaie de montrer, notamment à travers une histoire intellectuelle, c'est que ce paradigme qui a été si puissant a été quand même mis en cause assez tôt. Et qu'un certain nombre de penseurs, un certain nombre de philosophes, un certain nombre de mouvements d'utopies concrètes qui ont été réalisés en fond au XIXe siècle ont ou bien pratiquement ou bien théoriquement récusé ce dualisme avec l'idée que, au fond, nous étions partis de la nature et nous influencions radicalement la nature. De fait, ces penseurs ont commencé très tôt à concevoir qu'il n'y avait pas de coupure, puisqu'il y avait cette interaction, et cette interaction qui pouvait être absolument négative. Un des fondateurs quand même de la pensée écologique, qui n'était pas du tout un réactionnaire, qui était un progressiste, puisque c'est un des enjeux de mon livre de dire qu'il y a une pensée progressiste et écologique, qui s'appelait Perkins Marsh, était tout à fait clair. Il disait nous détruisons, et c'était dans la deuxième moitié du 19e siècle, nous détruisons la nature, même des choses qui nous paraissent petites, insignifiantes, peuvent dérégler profondément le climat. Et par conséquent, nous devons avoir une attitude prudente, sage, vis-à-vis de cet univers naturel. Il y avait aussi, j'évoque beaucoup Fourier, qui est quand même un des précurseurs du socialisme, un des fondateurs en quelque sorte d'une pensée socialiste en un sens libertaire et utopique. Et Fourier, très tôt, explique au fond que la logique capitaliste d'exploitation est aussi une logique d'exploitation de la terre, d'exploitation de la nature, qu'elle détruit la nature, qu'elle détruit les forêts, qu'elle détruit le climat. Et donc le projet, par exemple, fourriériste, c'était entre autres un projet de reforestation générale de la terre, mais aussi les utopies fourriéristes étaient des utopies qui se déployaient dans la nature, au contact de beauté des plantes, des beautés esthétiques du monde, en quelque sorte. Et pour répondre un peu à votre question, très tôt, au fond, le projet moderne, si on entend par projet moderne un projet dualiste de domination, eh bien, a été profondément subverti. Donc on avait, je dirais, avant même qu'il y ait des théorisations, vous parlez des auteurs comme Latour et d'autres, mais je dirais même des auteurs au XXe siècle comme Maurice Merleau-Ponty, qui ont essayé de penser notre inscription dans le monde, eh bien, cette idée-là était déjà, à mon avis, en germe chez un certain nombre de penseurs pré-socialistes. Mais ils ont été, comme on aura peut-être l'occasion de le voir, très fortement dominés dans l'histoire de la pensée socialiste et dans l'histoire des mouvements socialistes. Alors, précisément, on voulait revenir sur quelques figures, il y en a. Elles sont très nombreuses dans votre livre, mais deux figures qui m'ont frappé, parce que j'ignorais totalement cet aspect-là de leur œuvre. Il y a celle de Jules Michelet, donc, qui est connu pour être
l'historien par excellence du 19e de la Révolution française. Comme vous le rappelez d'ailleurs, avec une conception à ses débuts prométhéenne de l'humanité qui accomplit sa propre histoire. Il y a une autre figure qui est celle de Benoît Malon, qui est un peu moins connue, mais qui est, comme vous le rappelez aussi, une figure très importante du socialisme français, avant Jaurès, qui est d'ailleurs un influenceur de Jaurès. Et vous nous montrez que ces deux personnes-là ont été des apôtres, quelque part, du droit des animaux. Déjà, voilà, en remettant en cause justement cette séparation radicale entre l'homme et l'animal, et ensuite en appelant à prendre en compte leur sensibilité et même leurs droits. Alors, c'est l'occasion de dire aussi que quand on parle de projet moderne, il faut être très prudent, parce que ces auteurs ont lu les naturalistes, ont lu des explorateurs, et déjà dans la pensée scientifique, après il y aura évidemment le darwinisme, il y aura le post-darwinisme, il y avait déjà au fond l'idée d'abord que nous sommes inscrits dans la nature et notre histoire fait partie de l'histoire de la nature, et par conséquent que la coupure humain-non-humain, en l'occurrence, doit être repensée. Et ces auteurs-là ont lu quand même un petit peu les vulgarisations et les travaux que je viens d'évoquer. Ce qui est intéressant autour de Michelet et de Malon, vous avez deux fondateurs de la pensée républicaine et socialiste, dont tout un aspect de la pensée a été passé sous le boisseau. Le républicanisme, en général, est pensé comme une théorie scientifique, scientiste, productiviste, et souvent totalement ignorante, voire méprisante vis-à-vis des enjeux naturels et des enjeux écologiques. Que ce soit ses partisans, notamment en France, qui ont une vision assez peu écologique de la République, il faut bien dire, ou que ce soit d'ailleurs ses adversaires, des décroissants ou autres, qui vont dire que le républicanisme, c'est la technophilie débridée, etc. Or, quand on regarde le cas de Michelet, c'est très intéressant parce qu'il veut redéfinir l'idée de peuple. Il veut redéfinir l'idée de peuple d'abord en l'élargissant aux couches populaires, aux milieux pauvres, aux milieux exploités, mais il va même beaucoup plus loin puisqu'il veut élargir sa définition de peuple jusqu'aux animaux, jusqu'aux êtres sensibles. Et non seulement donc il développe une théorie de nos devoirs vis-à-vis des êtres sensibles que sont les animaux, mais d'autre part, il a un diagnostic extrêmement fort sur les destructions que les humains sont en train de provoquer sur le monde animal. Il développe, notamment dans la mer, un tableau apocalyptique de la destruction des océans, la destruction des baleines, etc., que l'on retrouve d'ailleurs chez un auteur extraordinairement éloigné politiquement de lui, qui était Auguste Blanqui. Auguste Blanqui, lui aussi, avait des diagnostics où il critiquait à la fois le capitalisme dans son caractère prédateur du point de vue social, mais à la fois le capitalisme dans son caractère prédateur du point de vue écologique et environnemental. Et il y a des analyses de Blanqui tout à fait frappantes aussi d'une destruction effrénée de la nature par la logique capitaliste. Et donc Michelet est un cas tout à fait typique, je dirais, d'une anticipation d'une éthique environnementale qui permet de penser autrement le républicanisme que sous les formes convenues. Le cas de Benoît Malon est très intéressant aussi. Benoît Malon, c'est quand même un des précurseur de Jaurès. C'est un auteur qui adorait Jaurès. Jaurès qui, lui, était très peu écologique. C'est là qu'on voit aussi les développements de l'histoire de la pensée socialiste. Et Benoît Hamon a été un ancien communard. Il a été un des fondateurs, en quelque sorte, de la pensée réformiste socialiste. Et il dit qu'il faut faire très attention à inclure, en quelque sorte, les animaux dans une pensée socialiste. Il dit que ce sont des êtres sensibles, ce sont des êtres intelligents. Ils peuvent avoir des quasi-droits. Et en tout état de cause, les hommes doivent avoir vis-à-vis d'eux un rapport de soins, un rapport de protection et au fond un rapport quasiment de partenariat. Mais vous pouvez prendre d'autres auteurs, Georges Clemenceau, l'idole de Manuel Valls, qui est passé quand même par une période anarchiste dans sa jeunesse, Clemenceau, qui a été par ailleurs un casseur de grève, comme on sait, absolument terrible. Georges Clemenceau, dans sa jeunesse, a beaucoup théorisé l'état des animaux et la nécessité de protéger les animaux. Donc toute l'éthique environnementale contemporaine trouve certaines de ses sources là. Ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est que tout cet apport-là a été très très largement oublié et expulsé même de la mémoire de la pensée de gauche, qu'elle soit républicaine et socialiste. C'est l'occasion pour moi de dire que quand j'entends gauche, je suis parfaitement conscient qu'il y a des écarts, des clivages absolument considérables dans les différentes sensibilités et plus que cela. Alors, une autre figure que vous exhumez, si on peut dire, de cette histoire souterraine de la gauche occidentale, c'est celle de Flora Tristan. Flora Tristan, militante féministe, socialiste, grand-mère du peintre Paul Gauguin. Donc je vais lire un court extrait que vous publiez dans votre livre. L'extrait est le suivant. Donc c'est Flora Tristan qui parle. À Londres, on respire la tristesse. Elle est dans l'air, elle entre par tous les pores. Ah, rien de plus lugubre, de plus spasmodique
que l'aspect de cette ville par un jour de brouillard, de pluie ou de froid noir. Quand on est atteint par cette influence, la tête est douloureuse et pesante. L'estomac a peine à fonctionner. La respiration devient difficile par défaut d'air pur, l'on éprouve une lassitude accablante. Alors, on est saisi par ce que les Anglais appellent le spleen. On ressent un désespoir profond, une douleur immense. Alors, cet extrait, je trouve, est saisissant parce que c'est quelque chose... Elle naît en 1800 et elle meurt en 1844 ou 41, je crois, juste avant 1848, Flora Tristan. Et c'est vrai que ce texte, ce mélange entre la description d'une ville, donc c'est Londres, qui à l'époque évidemment est cette ville industrielle, cette capitale quelque part du front avancé d'industrialisation du monde, mais le lien qu'elle fait avec un ressenti de sensation quasiment psychologique, en fait, annonce, c'est assez saisissant, avec 150 ans d'avance quasiment, ce que vont écrire ensuite des militantes écoféministes américaines ou britanniques par rapport au nucléaire, par exemple. Donc c'est très frappant de lire ça. Et j'aimerais savoir pourquoi vous avez sorti cette figure et qu'est-ce qu'elle a de particulier finalement dans ce paysage que vous décrivez. Elle est à la fois singulière et à la fois emblématique. C'est intéressant d'ailleurs que ce soit la grand-mère de Gauguin. Gauguin qui n'était pas du tout socialiste, mais qui, à travers son primitivisme, développait de fait une critique évidemment de l'industrialisme de son époque. Elle a au fond articulé déjà une pensée sociale, une pensée socialiste et une pensée féministe. Et c'est quelque chose qui, je retrouve à beaucoup d'étapes de mon parcours, le lien entre le féminisme et une sensibilité au désastre écologique. Mais si ce texte est intéressant, c'est aussi parce qu'évidemment, il y a une critique de la ville industrielle. Les socialistes n'étaient pas contre la ville, mais au fond, ils essayaient de penser le problème du clivage entre une ville hyper-industrialisée et la campagne. Et ce déséquilibre entre la ville et la campagne est un thème qui hante la pensée pré-socialiste, mais je dirais qu'elle va même jusqu'à Marx et Engels, qui avaient lu évidemment Flora Tristan, et Marx et Engels, y compris dans le manifeste communiste, disent qu'il faut dépasser le clivage entre la ville et la campagne. Et beaucoup d'utopies pré-socialistes, au fond, à la fois déployaient une critique radicale de la pollution des villes industrielles, mais d'autre part, essayaient d'inventer une autre ville, un autre urbanisme qui dépasse donc ce clivage ville-campagne. Et on trouve ça, une fois de plus, chez les auteurs que j'ai mentionnés, mais également chez, par exemple, Élisée Reclus, dont on parlera sans doute, qui était un anarchiste et qui a beaucoup projeté cette ville nouvelle, qui serait une ville verte, si j'ose dire. Pour avancer dans la discussion, on voulait revenir sur les ennemis de la société écologique. Alors peut-être plus que les ennemis, j'aurais souhaité vous entendre sur les blocages justement qui ont empêché toute cette tradition, qui ont mis sous silence toute cette tradition critique que vous évoquez. Et vous parlez de plusieurs fausses dichotomies, ou plus ou moins fausses dichotomies, donc société ouverte contre société close, les Lumières contre le romantisme, la critique sociale contre la critique artiste du capitalisme. Et au fond, ce que vous expliquez dans la longue introduction du livre, c'est que toutes ces fausses dichotomies ont rabattu l'écologie comme sur une forme de critique réactionnaire de la modernité. Et c'est effectivement un thème très très courant qui consiste à dire l'émancipation ne serait pas possible puisque l'écologie finalement elle glorifierait un âge passé, un âge révolu, un âge où on est assigné à résidence. Et donc est-ce que vous pouvez revenir sur comment on peut arriver à déconstruire ces dichotomies-là ? D'abord, je n'ai pas encore tout dit sur ces ennemis de l'écologie politique et j'espère bien avoir un deuxième volume dans lequel j'essaierai d'expliciter les réactions les plus importantes à l'idée d'une société écologique qui viennent, pour dire vite, d'un certain libéralisme économique, du néolibéralisme et d'une grande partie de la droite. Mais là, je propose un auto-examen de la gauche. Du coup, pour préciser, il est évident qu'il y a des intérêts économiques extrêmement forts qui n'ont pas du tout intérêt à l'écologie. Simplement, là, ce que vous expliquez, les blocages que j'ai évoqués sont des blocages intellectuels. Voilà. Et ce sont des blocages intellectuels et ce sont des blocages qui incitent à une auto-analyse de la gauche, qui est le point de vue, il faut bien le dire, à partir duquel je parle. Pendant très longtemps, au fond, l'écologie a été perçue comme quelque chose d'irrationnel, de dangereux, de réactionnaire. Je me souviens, il y a, 20 ans, Jean-Pierre Chevènement expliquait que d'un côté, il y avait la France qui était cartésienne, on retrouve des cartes, et puis de l'autre, il y avait les Allemands qui étaient des romantiques irrationnels, en gros, qui vénéraient Jonas et qui
étaient dans le principe de précaution, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des gens scientifiques et rigoureux. Cette idéologie de Chevènement, c'est une idéologie qui a parcouru une grande partie de la gauche en vérité. Et c'est ça que j'essaye de déconstruire en quelque sorte à partir de grandes dichotomies. La première dichotomie, c'est celle entre société ouverte et société close. Le titre de mon livre est une allusion à un livre fameux de Karl Popper dans les années 40 qui s'appelle La société ouverte et ses ennemis. Et Popper, qui était quelqu'un qui venait du socialisme et qui après avait évolué vers le libéralisme, Popper, qui était très inquiet de la montée des totalitarismes et des fascismes, et qui avait vu, on a parlé tout à l'heure de Haeckel, l'influence des idées biologiques, biologisantes dans l'idéologie nationale-socialiste. Au fond, on opposait une société ouverte à une société close, et tout ce qui était société close, c'était société organique, société fermée, etc., et y compris les modèles haeckeliens, si j'ose dire, de biologisation du social. Et moi, je suis très sensible à cette méfiance, en quelque sorte, vis-à-vis d'un modèle de biologisation du social, qui oublierait le fait que les sociétés ne sont pas des sociétés comme les autres. Les sociétés humaines ont une spécificité et qui essayent de penser au fond ce qu'elles ont de spécifique dans leur rapport à la démocratie, dans leur rapport au pluralisme, etc. Et donc ce modèle a fini par au fond se rigidifier, si j'ose dire. Et tout ce qui évoquait la nature, la biologie, etc. était rabattu sur quelque chose de réactionnaire. Je crois que le poids de l'histoire est immense là. C'est-à-dire que la captation des thématiques je dirais écologique, par les mouvements conservateurs et réactionnaires, a été fondamentale aussi dans la méfiance de la gauche vis-à-vis de ces thématiques-là. Oui, donc au fond, il y a un aspect générationnel dans cette rigidification entre société close et société ouverte, avec l'expérience du nazisme, pour parler clairement. Il y a le poids d'une historicité qui est fondamentale. Moi, je me rappelle encore, il y a 20 ans, des gens dire « Ah ben, l'écologie, c'est Pétain ». Il y a un poids, au fond, la Terre ne ment pas, et le rapport, je dirais, à tout ce qui est biologique a été longtemps perçu par la gauche avec une extrême méfiance. Et une fois de plus, il y a des fondements à cela. Il y a une écologie qui est une écologie réactionnaire, où il y a des mouvements qui s'intéressent à la nature, qui sont des mouvements réactionnaires, qui se méfient de la démocratie, du libéralisme politique, au sens des droits de l'homme, du pluralisme, etc. Il y a toute une généalogie, même en Allemagne. Si vous prenez un mouvement comme la révolution conservatrice allemande dans les années 30, qui fascine encore Alain de Benoît ou des gens de la Nouvelle Droite. Ces mouvements avaient des discours qui fustigeaient au fond la destruction de la nature par le prométhéisme humain. Donc la gauche, si vous voulez, a été un peu bloquée par ces captations ou ces utilisations ou ces sincères reprises des enjeux écologiques par les mouvements réactionnaires. Mais je dirais qu'à l'inverse, si la gauche a eu tant de mal à intérioriser ces enjeux, c'est en raison de son propre modèle intellectuel et de ses propres paradigmes. Une fois de plus, on a parlé de l'idéal baconien de domination de la nature, et par conséquent, il y a eu en quelque sorte des circulations croisées qui font que la gauche a très largement abandonné les enjeux écologiques, que ces enjeux écologiques ont été très largement captés par des mouvements conservateurs qui, en retour, ont rendu ces thématiques répulsives. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des contre-mouvements minoritaires, mais malgré tout, ça a été une chose très difficile. Donc ça, c'est un clivage très important, société ouverte, société close, qui, à mon avis, perdure aujourd'hui encore. Il y a un concept aussi qui me paraît important, ou un clivage qui me paraît aussi important, c'est le clivage entre critique artiste et critique sociale qui a été développé notamment par Luc Boltanski et F. Chapelleau dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait d'un côté une critique sociale portée par la gauche historique, au fond, le mouvement ouvrier, le marxisme, et cette critique sociale était attachée aux droits sociaux, au progrès économique, et d'autre part il y avait une critique artiste qui, au fond, était portée par des contre-mouvements minoritaires. Et ce n'est pas un hasard si Boltanski et Chapelleau prennent comme exemple de critique artiste Baudelaire, qui était tout sauf un socialiste et qui était tout sauf quelqu'un de progressiste. Et certes, après, il me parle aussi un petit peu des mouvements des années 60, etc. Mais au fond, en suggérant qu'il y avait d'un côté le social, et d'un côté l'esthétique en quelque sorte, et la critique environnementale. Or, ce que j'essaie de montrer là aussi, c'est que ce clivage, qui je pense a des vertus opératoires profondes, pour élucider certains événements des années 60-70, ce clivage, à la fois est un clivage qui repose sur des non-dits et qui repose sur le recouvrement d'une histoire antérieure. Et cette histoire antérieure, c'est cette histoire que j'essaie de faire ressurgir. C'est-à-dire qu'au fond, j'essaie de montrer que la critique sociale et la critique artiste, eh bien, il fut un temps où elles étaient mariées, où elles étaient combinées. Et c'est ce que j'essaie de montrer
notamment avec Reclus, mais évidemment avec William Morris, par exemple, qui développe une critique du capitalisme, qui est aussi une critique esthétique du capitalisme. Et toute une série d'auteurs, y compris des auteurs plus tardifs, du socialisme plus installés. Par exemple, je parle de Belges comme Van der Velde, qui est une des grandes figures du socialisme belge et du socialisme international, avait l'idée d'une belle ville, de beaux objets, d'un autre rapport à la nature. Et par conséquent, j'essaye là aussi de déconstruire des oppositions qui me semblent dangereuses. Il y a d'autres oppositions que j'essaye de thématiser, notamment la fameuse thématisation de Ulrich Beck entre société industrielle classique, disons, et société du risque. Dans l'idée, qui était celle d'Ulrich Beck, qu'au fond, la thématisation de la société du risque est très tardive. Elle date au fond des années 70, avec toute une série de drames environnementaux qui tout d'un coup ont permis la prise de conscience que nous étions dans une société du risque. Et là, j'essaye de montrer aussi que ce n'est pas entièrement vrai. Un certain nombre d'auteurs, dès le 19e siècle, avaient vraiment le sentiment que nous étions déjà dans une société du risque. Donc voilà un certain nombre de clivages qui me semblent devoir être dépassés, mais plus largement, je pense que le clivage fondamental, c'est au fond le clivage entre un progressisme qui serait prométhéen et une écologie qui serait conservatrice. C'est un clivage qui est porté, je dirais, aux deux pôles opposés du champ idéologique. Et moi, je pense qu'il faut tout simplement repenser le progrès. Il faut repenser le progrès et penser le progrès autrement que comme un progrès, je dirais, productiviste, de développement exponentiel de la domination de la nature et de développement des forces productives. Donc je pense qu'il faut repenser le progrès plutôt que relayer ces éternelles dichotomies que je viens d'évoquer. Alors, dans d'autres écrits, vous avez défendu l'importance de la conflictualité. En politique. C'est intéressant parce que c'est un sujet qui déchire aujourd'hui les mouvements écologistes, entre d'un côté ceux qui prônent la transition écologique, l'action à petite échelle, la transformation de soi. Donc c'est notamment tous les gens qui se retrouvent autour de Pierre Rabhi, du mouvement des colibris, d'un côté, et puis de l'autre, je caricature à dessein, ceux pour qui, non, il faut affronter le système, bloquer les projets climaticides et écocides, donc les aéroports, les mines de charbon, la déforestation, et ce que Naomi Klein, dans un livre récent, décrivait comme les blocadias. Par rapport à cette situation, donc encore une fois, contemporaine et militante, là on n'est plus dans le champ strictement intellectuel, la société écologique, pour vous, doit-elle désigner des ennemis et les combattre frontalement pour espérer gagner ? Est-ce que ce n'est pas ce qui a fait défaut finalement, historiquement, à cette société écologique que vous décrivez ? Personnellement, je pense qu'il faut articuler deux choses. C'est-à-dire qu'il faut à la fois articuler l'idée qu'au fond, il faut une transformation qui part d'en bas, mais qui se développe aussi dans le champ politique, qui passe aussi par un travail de conviction, et au fond une dimension de ce point de vue-là consensuelle, c'est-à-dire convaincre une majorité que des enjeux de solidarité sociale et environnementale sont au cœur de l'agenda. Mais d'autre part, je maintiens une position qui est très importante pour moi, qui est une position conflictualiste. C'est-à-dire qu'il y a de fait des intérêts antagonistes immenses, et ces intérêts antagonistes immenses ne se résoudront pas soit par des transformations de soi ou des expériences locales, soit, je dirais, par des appels à la bonne volonté de tous. L'histoire du mouvement socialiste, c'est une histoire conflictuelle. Même l'histoire de la social-démocratie nordique qu'on présente comme un paradis consensuel, c'est l'histoire, ça a été beaucoup travaillé dans les années 30, de conflits sociaux énormes, énormes. Et donc, il faut cesser d'avoir une vision irénique, en quelque sorte, de ces enjeux. Et je pense qu'une conflictualité forte, en désignant effectivement des ennemis, des adversaires, est extrêmement importante, tant au point de vue idéologique, et ce sont, pour faire vite, les théories économiques néolibérales ou les théories économiques dominantes, mais aussi des intérêts des multinationales, des intérêts liés à un certain nombre de lobbies très puissants. Donc une conflictualité me paraît absolument fondamentale dans cette affaire, mais n'oublions pas aussi le travail de conviction, parce que faute d'un travail de conviction vis-à-vis de la majorité, cette conflictualité risque de perdre en quelque sorte sa capacité de diffusion et d'universalisation. Parce que ce qui est très intéressant par ailleurs, c'est que quand on regarde d'un peu plus près l'histoire du mouvement ouvrier avec le prisme des alternatives, qui est ce qui est défendu aujourd'hui par les mouvements autour de Pierre Rabhi, Colibri, etc., mais qui sont portés finalement depuis les années 60-70 par ces mouvements écologistes de faire la preuve par l'épreuve et par les faits qu'on peut vivre différemment en autogestion, plus près de la nature, etc. En réalité, le mouvement ouvrier lui-même
pendant toute la fin du 19e siècle et tout le début du 20e, il est aussi porteur énormément d'alternatives, donc de pratiques très concrètes. Oui, mais en même temps, le mouvement ouvrier s'est très largement déployé au XXe siècle et disons pendant la période des Trente Glorieuses dans un rapport, je dirais, assez fortement harmonique finalement par rapport, à mon avis, aux grandes tendances du capitalisme avec un fort rôle de l'État. Et le mouvement ouvrier a été très fortement intégré en réalité dans le capitalisme des Trente Glorieuses. C'est ça qui a fait dire à Herbert Marcuse, au penseur des mouvements des années 60, que la dénonciation du système allait partir des minorités, des Noirs, etc., avec sans doute une forte illusion aussi d'ailleurs. Hein. Mais par conséquent, je pense qu'il faut aussi justement repenser cette histoire du mouvement ouvrier, se repenser la façon dont il a été très intégré à l'ordre dominant, et réfléchir aux manières dont le mouvement écologique doit essayer de à la fois convaincre et transformer les institutions existantes, mais à la fois maintenir un écart utopique, si j'ose dire, au sens d'un projet de société alternatif. Faute de quoi, il sera également intégré en quelque sorte dans le système, comme on disait à l'époque. Donc je crois que là, il y a des défis très importants qui passent par une mobilisation très forte. C'est peut-être ça qui manque très fortement, y compris en France. Alors, dernière question sur les ennemis de la société écologique. Vous promouvez des lumières écologiques. Est-ce que vous avez conscience que dans la sphère des écologistes, au contraire, les lumières sont perçues presque comme l'ennemi, en tout cas comme quelque chose qui justement bloque le passage à un paradigme vraiment écologique parce que ce serait une forme de rationalité qui a conduit les sociétés occidentales dans le mur. Ah oui, prenez des idéologues de certains courants comme Jean-Claude Michéa qui dit qu'il faut abandonner les Lumières. Moi, j'essaie de revenir sur ce clivage. C'est un des clivages dont on n'a pas parlé entre Lumière et romantisme. Ouais. Et dans ce clivage, au fond, certains ont dit nous sommes les partisans des Lumières, c'est-à-dire du progrès technoscientifique, etc. Et de l'autre côté, il y aurait les romantiques qui émettraient une protestation en quelque sorte contre cette rationalisation de l'existence entière, une rationalisation qui détruit non seulement le psychisme des individus, mais les paysages et la beauté du monde. J'essaie au fond de discuter ce clivage en disant d'abord que le romantisme a beaucoup apporté. Il a beaucoup apporté à une critique de la modernité, à une critique de la modernité technologique. Mais là, on revient également au clivage entre société ouverte et société close. Méfions-nous, je dirais, pour reprendre une formule consacrée, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que les Lumières, c'est un phénomène extrêmement complexe. Prenez le texte de Kant, réponse à la question « qu'est-ce que les Lumières ?» Et Kant disait, c'est vouloir sortir de son état de minorité, c'est-à-dire sortir de son état de mise en tutelle, en quelque sorte. Et les Lumières, c'est quand même un idéal d'émancipation, de liberté critique, de libre examen, etc. Alors que les Lumières authentiques, c'est-à-dire les Lumières du XVIIIe siècle, aient été aussi porteurs d'un progrès, d'un programme technologique de maîtrise de la nature, c'est évident. Donc je crois qu'il faut avoir, comme souvent, une vision dialectique dans cette affaire. Il y a des choses fondamentales dans l'esprit des Lumières qu'on ne peut pas abandonner. Faute de quoi on abandonne l'idée d'une société ouverte, c'est-à-dire l'idée d'une société fondée sur les droits de l'individu, fondée sur le pluralisme et fondée sur le débat critique, le débat démocratique. Il y a des apports des Lumières qui ne peuvent pas être abandonnés, faute de quoi on rentre dans un régime non démocratique, pour dire les choses clairement. Mais en même temps, il y a un tri à faire, c'est-à-dire que cette modernité, elle a été aussi porteur d'un projet de domination technologique. Et au fond, mon propos, c'est de dire, comme le disait un peu Cornelius Castoriadis jadis, il y a un projet d'autonomie individuel et collectif, et il y a un projet de maîtrise technoscientifique du monde. Ces projets se sont historiquement combinés, mariés, ils ont eu des influences réciproques. Mais malgré tout, ce ne sont pas les mêmes projets. Et je dirais que le projet d'autonomie doit être pensé dans sa spécificité. Ça ne veut pas dire qu'il faut être anti-technologique, anti-science, je n'en crois absolument rien, mais ça veut dire tout de même qu'il y a un noyau de sens imaginaire qui est le noyau de l'autonomie, et un noyau de sens imaginaire qui est un noyau de la domination. Et au fond, il faut disjoindre ces deux noyaux de sens pour repenser, à mon avis, l'idée de progrès. Fabien, une dernière question ? Oui, votre livre est impressionnant, pas seulement par sa longueur, mais par la somme de travail qu'on y devine. Les références sont foisonnantes. Vous évoquez, on l'a dit, toute une série de figures aussi impressionnantes par sa quantité. Et en vous lisant, on se dit, mais qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous pousse
à faire tout ça, à abattre cette somme incroyable de travail? Est-ce que c'est le plaisir intellectuel de faire l'histoire de ces possibles non-advenus? On sait que c'est un courant en histoire et en sciences sociales en général qui se développe. Ou est-ce qu'il y a un motif politique, peut-être personnel, plus important? On vous sent quand même hanté par l'échec des contestations de gauche des années 60-70. Voilà, quel est votre moteur? Je crois qu'un chercheur doit avoir plusieurs pulsions. Une pulsion qui pour moi est fondamentale, c'est la curiosité. Et Foucault disait que la curiosité est un motif fondamental de la recherche, et je crois foncièrement, et je regrette qu'un certain nombre de mes collègues n'aient pas cette pulsion fondamentale. Cela dit, cette pulsion fondamentale peut être mue en quelque sorte par des intérêts qui sont des intérêts extra-scientifiques, qui sont des intérêts politiques et des intérêts éthiques. Moi, j'appartiens à une génération qui est peut-être une des dernières générations, ou la dernière génération, qui est marquée par l'échec du communisme, quand même. Et cet échec du communisme, c'est un échec, je dirais, en termes de liberté et en termes démocratiques. C'est aussi un échec faramineux en termes écologiques aussi. Gorbatchev a écrit des lignes absolument terribles sur l'échec écologique de l'Union soviétique. Et j'appartiens à cette génération qui a donc dû penser déjà ou affronter un échec qui est l'échec du totalitarisme, en quelque sorte. Mais en même temps, j'appartiens à une génération qui doit penser aussi les échecs, je dirais, d'une gauche qui s'est dissoute en quelque sorte dans la mondialisation dite, à tort ou à raison, néolibérale, et qui n'est plus porteuse d'alternatives. Ce qu'on a appelé la troisième voie, dont peut-être M. Macron est en partie l'héritier, la troisième voie a été typiquement une forme d'alignement, en quelque sorte, sur le nouvel ordre du monde. Il est tout à fait d'ailleurs symptomatique que le doctrinaire de la troisième voie, Anthony Giddens, a fait de longs développements quand même sur les enjeux écologiques. Mais tout ça est passé à la trappe. C'est pas ça qu'on a retenu de la troisième voie. C'est la modernisation, etc. Et c'est tout à fait frappant de voir cela. Donc, je dirais qu'en tant que citoyen, j'essaye de retrouver effectivement des possibles qui ne sont pas, selon moi, effectivement advenus. Donc, retrouver ce monde oublié, c'est retrouver au fond des alternatives qui n'ont pas réussi à aboutir. Je pense que l'histoire est une histoire effectivement marquée par des tendances lourdes, mais qu'elle elle est aussi marquée par des possibles alternatives qui n'ont pas réussi à aboutir pour des raisons qui sont à élucider. Donc retrouver toutes ces voies perdues, ces voies oubliées, je parle notamment du mouvement naturien qui est quelque chose de très émouvant, de courants anarchistes qui ont voulu retrouver la nature, eh bien c'est quelque part retrouver des voies perdues en quelque sorte pour la gauche et essayer de renouer ce lien. Et aussi, je crois, très important de réécrire un récit. Réécrire un récit, ça ne veut pas dire imaginer un récit, je dirais, idéologique, mais ça veut dire montrer qu'il y a plusieurs récits possibles de l'histoire de la gauche. Et quand vous regardez un grand nombre de récits de l'histoire de la gauche, la dimension écologique était complètement oubliée. Et elle était oubliée parce que les acteurs eux-mêmes vivaient dans un univers où les enjeux écologiques ne comptaient pas pour eux. Par conséquent, voilà un petit peu l'ambition intellectuelle et politique qui sous-tend ce livre. Mais je maintiens quand même qu'il y a une différence entre la recherche et l'enjeu politique, sinon on produirait de l'idéologie, et ça je ne le veux pas. Merci Serge Audier. Merci. Merci beaucoup Serge Audier d'être venu ici nous donner quelques pistes permettant de rentrer dans ce livre. Donc on l'a dit, foisonnant, très riche, qui sera sans doute continué par un second ouvrage que vous nous annoncez, donc sans doute d'autres discussions à venir. Merci à tous les deux, merci à tous et à bientôt sur Mediapart.